Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Alors que la France et de nombreux autres pays d'Europe connaissent des pics de pollution, je vous propose cet après-midi de revoir ou de découvrir les auditions menées par la commission d'enquête ici au Sénat sur l'impact économique et financier de la pollution de l'air. Pour rappel, cette commission a été créée le 11 février dernier. Son but est bien dresser un peu un constat des conséquences de la pollution de l'air sur l'économie française et la santé des Français et proposer des propositions concrètes pour lutter contre ce fléau quand on sait que 40 à 50 000 décès sont liés directement ou indirectement à cette pollution de l'air. Cet après-midi, je vous propose de revoir les auditions de deux représentants du Commissariat général au développement durable, celle de Xavier Bonnet et celle de Doris Nicklaus. Tout de suite, direction votre audition. Donc notre dernière audition de la matinée est celle de M. Xavier Bonnet, chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable, et de Mme Doris Nicklaus, chef du bureau déchets, ressources et matières au sein de ce service au Commissariat général au développement durable, et de M. Valérie Morard. C'est ça, pardon. Le Commissariat général au développement durable a été créé en 2009 au sein du ministère de l'écologie. Il a pour mission notamment de promouvoir le développement durable dans les politiques publiques et les comportements des acteurs privés. Je rappelle que cette audition est ouverte au public et à la presse et qu'elle fait l'objet d'une captation audiovisuelle qui sera diffusée sur le site du Sénat. Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander, messieurs et madame, de prêter serment. Je rappelle, pour la forme, qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, que vous pourrez visiter dans l'après-midi. Monsieur Xavier Bonnet, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je jure. Madame Doris Nicklaus, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Et Monsieur Valérie Morard, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Madame et messieurs, à la suite de votre propos introductif, je passerai la parole à Madame Leïla Aïchi, qui est notre rapporteure de cette commission d'enquête, qui vous posera évidemment un certain nombre de questions, à la suite de quoi, avec notre collègue qui s'est absenté quelques minutes, et éventuellement d'autres collègues qui pourraient encore nous rejoindre, nous aurons un échange qui devrait en tous les cas pouvoir se finir pour 13 heures. Vous avez la parole, merci. Merci, monsieur le sénateur, madame la sénatrice. Je vais commencer par vous exposer un petit peu les activités du Commissariat général au développement durable qui concernent le sujet de la pollution de l'air. Dans un deuxième temps, nous serons évidemment tout à fait enclins à répondre à vos questions. Alors, comme vous le disiez, le commissariat général a été créé en 2009 au sein du grand ministère qui s'était constitué à l'époque, réunissant l'énergie, les transports, l'eau, la biodiversité, la prévention des risques. Et à l'époque, il y avait aussi le logement qui était dans le périmètre. Donc il y avait besoin à l'époque d'avoir au-delà des directions générales qui s'occupent de chacun de ces aspects sectoriels, il y avait besoin d'avoir un commissariat qui mette de la transversalité au travers de ces sujets sur trois piliers. Un pilier d'observation et statistique. Et donc, j'ai mon collègue Valérie Morard qui est sous-directeur dans ce service de l'observation et de la statistique à côté de moi. Un service, plutôt une direction de la recherche et innovation dont le travail est d'orienter la recherche en matière d'environnement, en particulier sur le sujet de la pollution de l'air. Et puis ce service dont je m'occupe, qui est le service en quelque sorte des études et de l'animation des acteurs,
Donc on essaye de faire des études, en particulier économiques, sur les sujets du ministère. Alors, pour préciser un petit peu les productions que le commissariat général a eu l'occasion de faire ces derniers temps en matière de pollution de l'air, d'abord sur l'aspect statistique et observation, le document le plus récent est le bilan annuel de la qualité de l'air en France, qui est sorti en octobre l'année dernière, et qui passe en revue toutes les pollutions de l'air. Donc on pourra revenir dans le détail en répondant à vos questions. Les sources de données qui sont utilisées sont évidemment très multiples et le service de l'observation et de la statistique a justement pour vocation de synthétiser toute la production de données qui peut se faire au sein du ministère et parfois au-delà. S'agissant de la recherche et l'innovation, le grand domaine de recherche, le grand programme de recherche qui est copiloté par la direction de la recherche et l'innovation, c'est le programme Primequal. Ça signifie programme de recherche interorganisme pour une meilleure qualité de l'air. Donc c'est un programme de recherche qui est mis en œuvre au sein du ministère avec l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc il s'agit d'orienter un certain nombre d'études, qu'elles soient sur la mesure des pollutions, qu'elles soient sur les impacts sanitaires et qui touchent également parfois au côté études économiques également, voire sociologiques. Et pour finir, donc je mentionnerai les activités récentes du service de l'économie dont je m'occupe et avec ma collègue Doris Niklos. Nous avons un certain nombre de productions récentes sur les impacts économiques, monétaires, monétarisés de ces pollutions, avec, je mentionnerai en particulier, alors j'ai un certain nombre de documents ici que je vous laisserai en partant, bien entendu, et puis il y a une liste de publications, évidemment, qui sont toutes publiques sur Internet, accessibles, hein. Mais j'en ai apporté quelques exemplaires papier. Donc, je voulais mentionner 2-4 pages qui font bien la synthèse des études économiques qu'on a pu faire dans mon service, publiées fin 2013, l'une sur les coûts mesurés par les affections respiratoires et les coûts pour la sécurité sociale. Donc je crois que vous en avez largement parlé juste avant, puisque c'est un travail qu'on a, dont l'auteur a évidemment travaillé avec des personnes extérieures au commissariat général, donc qui mesure donc ce coût, c'est à peu près grossièrement 1 milliard à 2 milliards par an, hein, selon le périmètre des valeurs qu'on utilise pour chacune des affections respiratoires étudiées. Et puis donc une autre publication qui est avec un périmètre beaucoup plus général, qui touche pas uniquement les affections respiratoires, mais qui touche l'impact sur la mortalité et la morbidité, et qui chiffre le coût pour la société de la pollution de l'air dans une fourchette de 20 à 30 milliards par an. Donc ça, ce sont les deux études. Alors ces deux études, évidemment, sont complétées par des études et documents, donc une publication beaucoup plus épaisse, qui affine la présentation de ces calculs.
Voilà, donc je voulais brosser très vite déjà le panorama des travaux qui sont effectués au commissariat. Nous pouvons rentrer dans davantage de détails à votre guise en répondant à vos questions et en se focalisant, si vous voulez, vous aviez envoyé un certain nombre de questions, donc il y a pas mal de questions qui portent sur la statistique. Et par ailleurs, des questions qui portaient plutôt sur les coûts économiques, donc à votre disposition. Merci pour, en tous les cas, cette présentation synthétique. Pardon, tellement l'habitude. Madame la rapporteure, si vous voulez bien. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci pour de votre exposé. J'aurais deux questions, l'une en lien avec la pollution de l'eau et également sur la biodiversité. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la pollution de l'air et la pollution de l'eau? Et est-ce que vous avez également pu faire une estimation à la hausse et à la baisse sur la perte de la biodiversité qui serait directement liée ou indirectement liée à la pollution de l'air? Voilà pour mes deux premières questions. Alors avant je passerai la parole à Valérie Morard, mais le lien entre pollution de l'air et pollution de l'eau existe évidemment, ne serait-ce que parce que d'un point de vue scientifique, il y a bien une porosité, et en particulier avec le ruissellement, on va avoir des pollutions de l'air qui vont se retrouver dans les eaux. En matière de chiffrage, c'est évidemment très compliqué. Je me tourne vers mon collègue pour savoir si éventuellement il a des compléments sur ces aspects-là. Ensuite, tout de même, en matière de pollution de l'eau, il y a aussi tout un travail de monétarisation des pollutions de l'eau qui est mobilisé au CGDD avec un effort, effectivement, et des publications d'ailleurs, avec un effort de donner des valeurs à ces externalités, ces effets que des actions privées déclenchent sur l'ensemble de la société. Mais ce sont les pollutions de l'eau en général qui ont été regardées, et donc elles ne sont pas nécessairement liées, enfin même en général, elles ne sont pas directement liées aux pollutions de l'air. Donc elles vont plutôt être liées à des pressions environnementales venant d'activités soit agricoles, soit industrielles, avec les nitrates ou d'autres donc pas directement liées aux pollutions de l'air. Le lien entre pollution de l'air et pollution de l'eau. Oui, merci. Donc, le lien, tout d'abord, il n'y a pas une vision quantifiée, synthétique à l'échelon de la surface française métropolitaine de quantification polluant par polluant. Cependant, déjà, il y a un programme de surveillance européen. On vous donnera le lien de ce programme qui s'intitule EMEP, qui vise justement à quantifier cette pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Ça n'est pas négligeable, pour donner juste une illustration, lorsqu'on va faire des bilans azotés, on a de l'ordre de 30 kg d'azote qui se déposent naturellement sur le sol, et donc c'est intégré. Et bien évidemment, lorsqu'on va parler de pollution des eaux par les nitrates, une partie du bilan et de l'excès éventuel d'azote tient en partie à ces apports qui n'auraient peut-être pas été intégrés dans la quantification de la fertilisation, par exemple. Ça, c'était pour illustrer de manière très agricole. L'INERIS est sans doute l'institut qui possède la meilleure vision. Il a mené quelques études, dont une qu'on veut citer, qui porte sur le bassin de la Seine et qui mettait en évidence des situations assez importantes de dépôts atmosphériques de deux types de polluants, les HAP,
les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les polychlorobiphényles, les PCB, et où là, les apports atmosphériques étaient dominants par rapport aux autres situations de contamination sur les surfaces. Voilà, donc ça illustre que sur quelques points particuliers, quelques polluants, il peut y avoir un effet assez déterminant. Sur le reste des autres polluants, on va dire macropolluants, pesticides de ce type-là, les effets tels qu'on peut les quantifier sont négligeables par rapport aux autres sources. Pour répondre à la deuxième question, biodiversité, là, on n'a pas de... Voilà, il y a un grand travail. Bon, vous savez qu'en ce moment, il y a la loi sur la reconquête de la nature et des paysages qui est en cours de discussion. Elle vise notamment à installer une agence française pour la biodiversité et elle va rassembler les différents moyens de connaissance et d'observation pour mieux connaître la biodiversité terrestre et aquatique marine. Actuellement, il y a un observatoire national de la biodiversité qui a déterminé un certain nombre de programmes d'acquisition de données pour construire des indicateurs. Pour l'instant, on n'a pas ce type de relation entre des pollutions venant de l'air et l'état de la biodiversité. Par contre, il commence à y avoir des relations entre l'état des ressources aquatiques et pas simplement la biodiversité aquatique, mais aussi la biodiversité terrestre. Donc là, il y a de l'acquisition. Dans le domaine aérien, les seules choses qui peuvent être faites sont liées au programme de surveillance en lui-même, puisqu'il prévoit notamment, puisqu'il y a une répartition du réseau, des stations dites fonds rural, ce qui permet d'évaluer d'éventuels effets. Il y a une certaine période, on en parle beaucoup moins maintenant, on parlait d'acidification, donc d'émissions acides dans l'air. Et donc là, il y avait un programme de surveillance spécifique forestier qui visait à mettre en relation les émissions dans l'air, celles qui pouvaient retomber sur le sol via la pluviométrie, les fameuses pluies acides, on n'en parle plus maintenant, mais voilà, et les effets toxiques sur les forêts. Donc ce réseau qui constitue un réseau européen de placettes forestières existe toujours, mais les phénomènes liés à la disparition notamment, enfin la diminution très très forte des émissions de soufre et de la concentration du dioxyde de soufre ont largement tempéré ce problème qui était sans doute le premier problème de qualité de l'air dans les années 80. Merci. Vous êtes intéressé en 2014 au coût écologique non payé relatif donc aux émissions dans l'air. Est-ce que vous pouvez rapidement nous en présenter les principales conclusions? Quel est, selon vous, le coût de la dette écologique? Et qu'est-ce que représente la pollution de l'air en termes de pourcentage, je dirais, dans le coût de cette dette écologique, pardon? Peut-être que mes collègues pourront compléter, puisque ça a été des études menées en partenariat avec l'INSEE, le service d'études économiques. Alors pour l'instant, le concept des coûts écologiques non payés n'est pas de nature à pouvoir peut-être répondre typiquement à l'ensemble de la dette écologique et quelle est la part de la pollution de l'air. On l'a lancé à titre, on va dire, d'expérimentation sur des concepts qui visent, d'une certaine manière, à corriger les indicateurs de richesse. Une de vos questions portait sur le PIB, les limites du PIB, et on est typiquement dans ce type de programme. Et l'une des approches qu'on a cherché un peu à challenger, c'était le concept d'épargne nette ajustée développé par la Banque mondiale. Et une autre approche a été de mettre en place des études sectorielles, d'une part sur les émissions dans l'air de gaz à effet de serre. On a concentré ça sur le CO2, d'autre part sur quelques polluants dans l'air, pour essayer de chiffrer secteur par secteur, en tout cas type d'émissions dans les milieux, ce que pouvait représenter théoriquement cette
dette écologique, puisque les coûts écologiques non payés consistent à mesurer un agrégat comptable, parce que là c'est un exercice de comptabilité, qu'on appelle dette écologique. Il est mesuré par différentes méthodes d'évaluation économique. Ça va être les mesures de restauration de milieux qui auraient été pollués, des mesures d'abattement supplémentaires sur des émissions qu'on peut estimer au prorata des efforts déjà consentis par les secteurs économiques, des mesures économiques, impact par exemple d'une taxe carbone, ou en tout cas un signal prix. Voilà, donc on va, selon le type de mesure, aboutir à des chiffrages théoriques qu'auraient dû consentir les secteurs émetteurs pour ramener les pollutions ou les émissions au niveau choisi. Cette dette s'accumule année après année et les résultats qu'on a pu, on va dire encore une fois, c'est l'exercice purement théorique, mais qui a pour objectif de pousser des concepts à l'échelon international. Sur le cas de la pollution de l'air, on a fait aussi l'exercice pour le CO2, enfin en tout cas les gaz à effet de serre. En cumulant cette dette sur un scénario prospectif, on atteignait 12 milliards d'euros à l'horizon 2030 de dette écologique. Et donc, pour donner un exemple, on est environ 10 fois celui actuellement qu'on peut mesurer sur les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux objectifs fixés. Et c'est aussi un point qui est important par rapport à ces concepts, c'est qu'on est dans des niveaux qui ne sont pas intangibles. Cette dette mesurée avec les niveaux objectifs qu'on peut avoir en 2010-2015 aurait été différente au début des années 2000, puisqu'on a relevé un certain nombre en tout cas on a abaissé un certain nombre de seuils, relevé un certain nombre d'exigences. On a changé aussi des systèmes de mesure, notamment en ce qui concerne les particules. Donc on voit bien que le coût peut augmenter non seulement en raison des émissions, mais aussi en raison de l'évolution des objectifs réglementaires. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que les exigences réglementaires, en fonction de nouveautés sanitaires ou autres, peuvent être abaissées, ce qui a été le cas dans les années 2000, et les périodes ne sont pas forcément sont pas comparables. Par contre, l'effet relatif de cette dette écologique liée à l'air par rapport à d'autres secteurs, pour l'instant, n'est pas disponible. Merci, pardon, Madame Archimbaud, je crois. Non? Ah, je croyais. J'avais l'impression. J'avais une question en tête, mais très différente. Inversement, avez-vous évalué positivement les économies faites ou les gains faits lorsqu'une mesure positive a été prise en matière de diminution de la pollution de l'air? C'est une question optimiste, enfin une question qui vise à encourager les bonnes pratiques. Je n'ai pas... Non, je n'ai pas... Ou peut-être, monsieur, ou peut-être connaissez-vous des études de ce type. Voilà, alors, par contre, je n'ai pas stricto sensu en tête d'études qui répondent à votre question. Mais ce que je peux dire quand même, c'est que dans les analyses coûts-bénéfices que l'on est conduit à effectuer sur un certain nombre de projets d'infrastructures, notamment de transport par exemple, il est bien pris en considération les externalités pollution de l'air, entre autres, environnementales de manière générale. Donc quand il y a un projet qui conduit à réduire les pressions et les pollutions, ça joue bien positivement dans le bilan socio-économique, c'est-à-dire pour la société, le bilan économique pour la société, des avantages et des inconvénients. Donc ça ne répond pas stricto sensu à votre question. Il n'y a pas de... Mais à chaque fois qu'on étudie un projet,
avec donc notamment la méthodologie maintenant renouvelée au Commissariat général à la stratégie et à la prospective, enfin France Stratégie, pardon. Il y a eu ce travail l'année dernière et les années passées de réactualisation de toute cette méthodologie d'analyse coût-bénéfice. Nous intégrons de manière monétarisée dans les évaluations coût-bénéfice, nous intégrons les bénéfices liés à des avantages procurés par certains projets. Oui. Deuxième question. Voilà. C'est donc dans la même optique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'intégrez, vous avez les moyens de l'intégrer, ou vous envisagez de l'intégrer, je ne sais pas, On le fait. dans les tableaux, jusque dans les tableaux financiers. Alors, parce que c'est une question aujourd'hui, d'arriver à ce que dans l'administration oui. soit reconnu, mais je ne sais pas si ça vous est possible, hein, que l'externalisation des coûts soit réinternalisée, quoi. alors, Et que ça apparaisse finalement dans les tableaux financiers, que ça puisse apparaître dans les tableaux financiers d'un projet d'aménagement ou d'un projet industriel ou d'un autre projet, enfin. Alors, la réponse c'est non. C'est-à-dire qu'il y a bien un distinguo qui est fait entre le calcul financier, qui est... quand il s'agit d'un porteur de projet, d'ailleurs privé, il va répondre à des considérations purement financières, de rentabilité financière, qu'il va devoir exposer à ses créanciers, notamment. Donc on est vraiment dans une logique purement financière à ce moment-là. Mais donc il y a l'analyse coût-bénéfice, calcul socio-économique qui est requise, en particulier dans les enquêtes publiques, quand il s'agit d'infrastructures de transport notamment. Et là, on fait un calcul effectivement qui va au-delà du calcul financier pour rajouter les avantages monétarisés, mais également les coûts monétarisés. Hein. C'est-à-dire qu'un projet qui effectivement est, quand on regarde l'environnement, un projet qui augmente les pressions environnementales, on va traduire ça en termes de coûts socio-économiques. Parce que ce coût, l'idée, c'est que au-delà du calcul financier que l'agent privé, parfois épaulé par évidemment la puissance publique, au-delà de ce calcul, on oublie effectivement des coûts ou des avantages laissés à la société et aux contribuables. Pour le futur et les générations futures. Donc le calcul socio-économique, il sert effectivement à essayer d'appréhender ce qui n'est pas internalisé par l'agent privé qui ne raisonne qu'avec un calcul financier. Alors c'est un peu caricatural ce que je dis parce que évidemment quand même les acteurs privés, eux aussi, ils ont parfois intérêt à voir loin et à internaliser quand même un certain nombre d'avantages environnementaux, en particulier quand on pense aux gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les grands pollueurs, évidemment, se projettent à très long terme et évaluent les conséquences de leurs investissements aujourd'hui en matière d'émissions de gaz à effet de serre, comprenant parfaitement que demain, la rentabilité financière de leur projet sera peut-être affectée en fonction des évolutions de cadre réglementaire. Donc ils font très attention à ça. Mais aujourd'hui, stricto sensu, il y a bien une différence faite entre le calcul financier et le calcul socio-économique. C'est deux choses qu'on juxtapose et qui ne se mêlent pas totalement. Voilà, le référentiel transport, pour finir, qui est sorti l'année dernière, le nouveau référentiel transport qui
qui a été construit à partir des travaux à France Stratégie, donne toute cette méthodologie pour le calcul socio-économique. Donc il est accessible sur le... Enfin, je pourrais vous donner les références, évidemment. Merci, Madame la rapporteure. Si vous me permettez, j'aurais deux questions à vous poser en rapport notamment à votre étude que vous avez publiée en octobre 2013 et dans laquelle vous estimez un coût pour la pollution de l'air pour la société entre 20 et 30 milliards. Est-ce que dedans vous intégrez le coût des effets cocktails des différents polluants ? Est-ce que ça fait partie de votre calcul? C'est ma première question. La deuxième question est en lien avec le secteur des transports. Est-ce que vous avez des éléments sur la fiabilité du contrôle du respect des normes euro? Et est-ce que vous pensez que dans ce dispositif, il y aurait éventuellement des conflits d'intérêts? Je finirai par une question très rapide. Est-ce que vous pensez que la lutte contre la pollution de l'air est suffisamment bien appréhendée pour le grand public? Est-ce qu'on fait une communication assez facile pour diffuser auprès de notre grand public la question de la pollution de l'air? Je vous remercie. Je vais commencer, puis je donnerai la parole à Doris Niklos qui a fait l'étude sur les coûts pour la société de la pollution de l'air. Donc la base, enfin, pour schématiser la méthodologie de l'étude, c'est l'utilisation d'une évaluation des impacts sanitaires, premier bloc, et deuxième bloc, c'est la transposition de cette évaluation des impacts sanitaires en calcul monétaire, avec des valeurs de référence dans notre jargon, on parle de valeurs tutélaires. Donc, votre question sur les cocktails, c'est largement une question sur le premier bloc, sur l'impact sanitaire. Donc ce n'est pas notre compétence. Nous utilisons évidemment pour l'évaluation des impacts sanitaires tout un tas d'études qui sont faites par d'autres. Mais je vais quand même passer la parole parce que moi-même, je suis peut-être à la limite de mes... Doris, tu peux compléter éventuellement si jamais. À ma connaissance, il n'y a plutôt pas d'effet cocktail dans ce qu'on avait pris en compte. Alors effectivement, ça relève bien du domaine, effectivement, plus de l'épidémiologiste, hein, ce qui n'est pas, nous, notre vocation au CGDD. Néanmoins, ce matin, effectivement, on a eu un brillant exposé de l'ANSES qui présentait à FECOM. Et moi, j'ai été très étonnée par la grande attention qu'il portait lorsqu'il présentait polluant par polluant les effets qu'il prenait bien en compte, etc. Et ça montre bien que derrière une fonction exposition-risque, on ne mesure pas généralement l'effet que d'un seul polluant. Typiquement, les particules, et là aussi, c'est plutôt une question, et je laisserai éventuellement compléter Valérie Morard, le SOS, sur ce sujet. Quand on évalue l'impact des particules et qu'on cherche à trouver cette fonction exposition-risque, la particule, c'est plein de choses. Voilà, parce que là-dessus se fixe par des procédés physico-chimiques, également parfois des métaux lourds. Donc on voit bien que quelque part, on prend en compte pas seulement l'effet de ce seul polluant, qui est la particule, qui en elle-même agrège un certain nombre d'autres polluants, d'autres substances chimiques. Oui, là-dessus, je sais que je n'ai pas les références là, mais il y a des revues de littérature assez complètes sur les effets combinés des particules, notamment avec des particules très fines. Et on voit bien que on s'est focalisé pendant assez longtemps sur des particules de type 10 microns. Maintenant, on est plutôt sur les 2,5. Et puis demain, ça sera le niveau en dessous, qui sont effectivement fixatrices de micropolluants. Sur la question de l'information, peut-être effectivement l'intervenant précédent a distingué les aspects concentration des aspects émissions.
En France, on a un système de toute façon qui est hérité de la réglementation communautaire d'information très efficace, avec maintenant des associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air qui ont des sites accessibles et avec des bulletins quotidiens. L'air est le seul milieu environnemental dont on peut connaître la qualité quasiment en temps réel. Et on combine des observations avec de la modélisation qui permet de combler les zones où il n'y a pas de station. Et donc, en fonction des caractéristiques de ces zones, on fait tourner des modèles qui permettent d'avoir des cartes. Donc régulièrement, on a des cartes d'exposition qui sont proposées au public. Il y a un site... Ah, pardon. Il y a des sites, il y a le site Prévert AIR qui permet effectivement d'avoir des simulations de la pollution de l'air. Il y a des bulletins quotidiens. Par contre, bien évidemment, là, on est sur la concentration. En ce qui concerne les émissions secteur par secteur, là-dessus, on est sur les bilans annuels qui sont diffusés, qui sont accessibles. Voilà, donc c'est notamment le bilan annuel de qualité de l'air, c'est le rapport sur l'état de l'environnement en France que j'ai sous le coude et qu'on vous laissera. Voilà, donc là, il y a une information, sachant que ces responsabilités sectorielles peuvent varier d'une région à une autre, ne sont pas liées qu'au territoire français, peuvent aussi varier d'une année à une autre. Si vous me permettez, je vais revenir sur le sujet de l'effet cocktail. Non pas que ce soit une obsession, mais comme en fait l'idée du rapport justement, c'est d'avoir une analyse la plus juste et la plus proche de la réalité pour résumer ce que j'ai compris de votre exposé sur l'impact, sur l'étude et de l'impact sanitaire. Vous vous êtes donc basé sur les études épidémiologiques et pour reciter par exemple le docteur Annessi Maessano, justement tout à l'heure je lui ai posé la question sur l'analyse de l'effet cocktail, c'est quelque chose, nous a-t-elle dit, qui était compliqué à appréhender. De ce que j'ai compris des différentes analyses, en fait, sur l'examen des polluants et de leur effet, on examine les polluants les uns à côté des autres, mais pas sur leur effet dans leur globalité. Je veux être juste sûr qu'on soit d'accord. Quand vous analysez les 20 et 30 milliards, vous vous basez sur donc ces études épidémiologiques, qui elles-mêmes n'intègrent pas les effets cocktails. Ma question, elle est assez précise, donc je voudrais une réponse assez précise, s'il vous plaît. Oui, c'est bien cela. On se base sur des résultats, je dirais même, d'études d'impact sanitaire qui ont été réalisées. Voilà. D'accord. Merci. Pour revenir à une question peut-être plus générale, puisque vous concentrez un certain nombre d'études, je dirais, dans ce ministère et dans votre direction, est-ce que vous pouvez peut-être, en quelques mots, nous dire, selon vous, quelle est l'évolution à partir de l'état des lieux aujourd'hui, mais un petit peu l'évolution sur les 10 dernières années, avec un petit regard prospectif que vous sentez, pas qu'intuitivement, puisque si on regarde par les différents niveaux de pollution, sources de pollution, entre tout ce qui est déplacement, tout ce qui est habitat résidentiel ou bâtiment, et puis, je dirais, les pratiques et activités agricoles, on voit bien, selon les évolutions tendancielles, à la fois les niveaux de pollution, la concentration, le contenu de ces pollutions qui évoluent, et puis, puisque vous l'avez dit, je crois que c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, je me souviens que c'était il y a une petite vingtaine d'années, les pluies acides sont arrivées presque du jour au lendemain comme un phénomène à l'époque perçu comme nouveau, et on est très vite arrivé à circonscrire ce problème. Donc ma question, c'est comment vous percevez ces grandes évolutions? Est-ce qu'on a aujourd'hui les bons outils? Et est-ce que vous pensez, dans le cadre de notre mission, que le fait d'évaluer les coûts économiques et financiers peuvent compléter les observations qui sont
paru ou ressorti au travers de vos études, justement pour nous remettre ou nous amener plus facilement sur l'objectif qui est de réduire significativement et progressivement la pollution de l'air. En France notamment, mais on a bien compris que qu'on n'était pas une île. Voilà. Je vais commencer à répondre et puis je passerai la parole à Valérie Morard. En fait, il y a deux questions dans votre question. Donc, il y a le bilan, disons, sur 10 ans. Donc là, on est plutôt dans une tendance à la baisse, en moyenne. Et c'est tout le problème, en fait. C'est que la pollution de l'air, comme d'autres pressions environnementales, c'est beaucoup plus complexe que des chiffres en moyenne. Donc, il faut regarder, effectivement, il faut être très attentif à des aspects spatiaux. Alors, vous parliez de l'air intérieur dans la session, à la fin de la session précédente. Voilà, c'est le même type il y a des spécificités dans chacun des sujets qu'il faut regarder et se garder effectivement de tirer totalement une conclusion définitive à partir de chiffres moyens tout de même. Il faut faire très attention. Et on pense particulièrement à ces aspects spatiaux quand on pense à des activités, ou à ce qui se passe près des infrastructures de transport, des routes, ce qui se passe aussi en milieu rural, c'est d'autres types de pressions qui peuvent être très localisées. Je vais passer la parole à Valérie Morard pour compléter sur cet aspect-là, mais il y avait une deuxième question sur laquelle je peux quand même donner quelques éléments aussi. Nous croyons, comme j'ai eu l'occasion de le dire au sujet de la question précédente, que l'outil de monétarisation de ces externalités, de ces pollutions, est un outil très important pour le décideur public. C'est un éclairage qui dépasse effectivement le simple constat des évolutions de telle ou telle pression environnementale pour en faire une synthèse. Et l'outil de commensurabilité, c'est l'outil de la monnaie. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que c'est de l'argent qu'il y a derrière, nécessairement, mais c'est un outil qui permet de mettre en regard différentes pressions, différents sujets, ce qui permet d'arbitrer, de donner en tout cas des éléments d'arbitrage pour le décideur public. Donc nous sommes des utilisateurs du calcul coût-bénéfice. Nous faisons un certain nombre d'études qui sont publiques sur un certain nombre de sujets qui ne sont pas nécessairement uniquement sur la pollution de l'air. Ça peut être la pollution de l'eau, je l'ai déjà dit. On a fait des études sur la pollution de l'eau avec cette méthodologie. Et nous pensons vraiment que c'est dans ce sens qu'il faut améliorer les choses pour enrichir finalement les débats publics et donner aux décideurs publics les moyens de faire des choix en toute connaissance de cause. Alors je passe la parole à Valérie Morard pour compléter sur les aspects peut-être bilan sur 10 ans. Oui, peut-être même, je pense qu'il faudrait prendre une antériorité plus longue. Je crois qu'on a toujours, encore une fois, les normes ont évolué. Il faut toujours rappeler quand même que la pollution de l'air était bien plus forte il y a quelques décennies. Et ça, on a tendance effectivement à oublier que l'air que nous respirons, même si nous vivons avec des nouvelles émissions, c'est pas tout à fait la même chose. Il y avait plus de particules notamment.
Le choix du mix énergétique a joué certainement. Donc voilà, donc c'était juste pour se dire, en dehors de cette période de 10 ans, bon, faut toujours se dire que nos générations précédentes n'étaient pas forcément mieux loties en matière. C'était pas les mêmes menaces, c'est tout. Si on regarde sur les suivis dont on peut avoir une traçabilité, une comparabilité, il y a une amélioration globale, comme l'a indiqué Xavier Bonnet. Donc la pollution, les concentrations de polluants dans l'air diminuent globalement, mais avec des différences bien évidemment selon les polluants qui ont dû vous être rappelés par les autres intervenants. J'ai parlé du dioxyde de soufre, où là, bon, il y a eu, sous l'effet de plusieurs impacts, le carburant, les efforts des industries, la désindustrialisation aussi du tissu économique français, enfin toutes ces causes-là ont contribué à faire baisser non seulement les concentrations, mais aussi les émissions. Il y a des résultats très positifs sur le monoxyde de carbone. Par contre, sur d'autres polluants, on peine à finalement à améliorer les choses. Bon, les récentes alertes parisiennes sont là pour en témoigner. On a toujours sur certains types de particules des problèmes. On a des problèmes sur l'ozone. Et ceci sous deux angles. Lorsqu'on parle de non-respect de réglementation, c'est à la fois des dépassements ponctuels de seuil, mais ça peut être aussi une concentration moyenne annuelle qui n'est pas forcément très bonne. Alors là-dessus, c'est un des points qui a été évalué dans les études sur les coûts pour la santé. On s'aperçoit qu'effectivement, une pollution chronique, même inférieure au seuil réglementaire, a sans doute plus d'effet sur la santé que des dépassements ponctuels de seuil qui concentrent souvent l'attention, parce qu'ils sont l'effet de la réglementation. Donc une amélioration notable pour certains polluants et des difficultés pour d'autres. Je ne veux pas évoquer plus, enfin, sauf si vous le souhaitez, avec des questions émergentes qui ne sont pas actuellement suffisamment traitées, qui font l'objet d'initiatives régionales d'associations de surveillance de qualité de l'air. C'est notamment le cas des pesticides, où là, il y a des mesures, on sait qu'il y a une exposition. Par contre, manquant d'éléments épidémiologiques, d'autant plus que chaque pesticide a des comportements particuliers, puisqu'on a différentes familles, autant quasiment que de polluants dans l'air actuellement mesurés, sinon beaucoup plus. On sait qu'il y a une exposition qui n'est pas négligeable, compte tenu de l'air ventilé chaque jour par un être humain. L'exposition est sans doute plus forte que celle qu'il a au travers de l'eau du robinet, quand bien même celle-ci serait aux limites de potabilité. Ceci étant dit, on ne connaît pas les effets épidémiologiques. Pour l'instant, il n'y a pas de normes. Donc là-dessus, il y a des initiatives visant à essayer de commencer à préparer une inclusion dans la réglementation de la mesure de ces pesticides. Mais voilà, donc ça, c'est un problème qui n'est pas nouveau, puisqu'il existait auparavant, mais qui est nouveau parce qu'on le mesure bien maintenant, et même s'il n'est pas mesuré sur l'ensemble du territoire métropolitain. Merci, notre collègue Madame Archambault. Oui, moi je voulais vous demander un peu votre opinion sur la question suivante. Alors, vous avez évoqué un certain nombre de secteurs que vous suivez particulièrement, un certain nombre de secteurs sensibles. Il se pose à nous, enfin, quand on a des arbitrages à faire, la question aussi d'une évaluation technique, d'une évaluation qui demande des compétences de techniciens, d'ingénieurs. Je pense à un problème précis qui est en débat, qui a été en débat ici dans plusieurs commissions et qui est toujours en débat dans ce pays. Et c'est un exemple très précis, hein, mais c'est pour vous expliquer ce que je voudrais, ce que je recherche.
Et j'ai pensé à ça quand je vous ai entendu, Madame, évoquer les effets combinés des particules fines avec d'autres polluants, enfin lesquels particules fines pourraient fixer d'autres produits, etc., etc. C'est comment évaluer ce qui sort des filtres à particules. Les nouveaux filtres à particules, c'est une question très sensible aujourd'hui. Je la pose parce qu'elle est très sensible et qu'on se trouve devant des avis vraiment contradictoires qui ne peuvent être tranchés, selon moi, que par des équipes techniques qui seraient mobilisées par les pouvoirs publics, enfin, qui travailleraient, qui ne seraient pas sous la pression des uns ou des autres, quoi. Est-ce qu'on a aujourd'hui en France je suppose qu'on en a, mais comment les mobiliser? Peut-être les mobilisez-vous, des ingénieurs ou des techniciens, enfin, ou des cabinets ou des équipes de recherche qui pourraient répondre aussi à ces questions-là. Oui, alors effectivement, ça me fait penser que je n'ai pas répondu à la question sur le contrôle des normes euro. C'est un petit peu Et en fait, ça, c'est quand même une question qui n'est pas du tout dans notre compétence au commissariat général. C'est bon, les normes euro, elles ont été travaillées plutôt par la Direction générale de l'énergie et du climat. Je ne sais pas si vous avez prévu de les auditionner aussi. Voilà, donc je pense qu'ils vous diront tout ce qu'ils font sur ce sujet-là. Non, effectivement, nous, on part du principe que la norme est édictée et est effective. Hein. Donc, après, oui, il y a tout un tas d'institutions publiques qui contribuent à faire en sorte que les contrôles soient effectivement effectifs. Mais je ne peux pas m'avancer plus là. Merci. On va terminer par une question dite de procédure par Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Juste pour ma complète information et l'information de la Commission, je voudrais savoir comment vous validez les rapports, quel est le processus décisionnel quand vous décidez le dernier rapport que vous avez publié en 2013, notamment sur le coût économique, quelle est la chaîne de décision, comment vous vous organisez et comment le rapport est-il validé pour ensuite faire l'objet d'une publication? Je vous remercie. Alors, quand il s'agit de 4 pages comme ça, c'est une publication dont je suis le directeur de publication. Donc c'est moi, in fine, qui valide. Donc, bien évidemment, il s'agissait par exemple du travail de Doris Niklos, qui a été relu en interne par un certain nombre de personnes, dont l'intermédiaire, le sous-directeur entre le chef de bureau et moi-même. Donc, donc nous sommes déjà de formation d'ingénieurs et d'économistes. Hein, donc, nous avons cette compétence de diriger ce type de publication. Et puis, comme ces publications sont quand même présentées avant d'être publiées dans différents cénacles, en particulier la commission des comptes de l'économie et de l'environnement, c'est bien ça le titre, de l'économie et de l'environnement. Ça a été le cas pour ces publications. Donc il y a eu tout un travail en groupe de travail amont de cette commission, de relecture, voilà, donc de mise en contradiction, si vous voulez, ce qui permet de faire avancer l'étude, de la rendre plus robuste. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Alors nous ne sommes pas pour autant une revue scientifique, si c'est ça la question. Nous n'avons pas de comité scientifique de relecture. Voilà, c'est ça le. Voilà, c'est comme toutes les publications. Oui. Ah ouais, alors je vais passer la parole à Valérie Morard qui va nous parler d'une exception. Voilà. Oui, une exception, c'est ce document donc, qui est la synthèse quadriennale, qui est notre obligation internationale au titre de la Convention d'Aarhus sur l'environnement en France. Là, ce rapport est présenté et corrigé, validé par un conseil scientifique.
avec les différentes composantes thématiques du ministère de l'écologie, transport, logement, environnement, développement durable, qui sont représentées dans ce conseil scientifique. Donc là, il y a une validation conseil scientifique. Et puis, comme c'est un ouvrage collectif, l'INSERM, l'ANSES, l'INVS, etc. ont aussi contribué. Eh bien, il me reste à vous remercier. En plus, nous sommes à l'heure. Nous avons commencé avec 5 minutes de retard. Nous sommes à l'heure. Il me reste à vous remercier toutes et tous, à vous souhaiter un bon appétit. Et puis, comme on n'est pas très loin quand même, un bon pont de Pâques, puisque on a un jour de plus là. Merci à vous de votre écoute et bien entendu, je vous laisse, comme je disais, un certain nombre de documents et nous restons évidemment à votre disposition pour tout complément. Merci beaucoup. Voilà pour ces auditions sur le thème de la pollution de l'air. Elles étaient menées par la commission d'enquête ici au Sénat qui s'interroge sur l'impact économique et financier de la pollution de l'air. Des auditions que vous pouvez voir et revoir en replay, en VOD sur notre site publicsénat.fr. Des auditions qui interviennent dans un contexte de pic de pollution dans de nombreuses villes européennes et notamment Paris. Voilà, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Delphine Girard pour votre journal, le 24h Sénat. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.